Berserk. Ce n'est pas qu'un manga de trash où le but du lecteur est de voir des membres arrachés, des monstres horrifiques et un simple aperçu de ce que définit la dark fantasy. Bien que les premiers tomes ont l'air de prouver le contraire, ce n'est pas un manga sans fond, ni une violence sans raisonnement. Le but du maître Kentaro Miura n'est pas de dessiner un simple conte d'horreur fantaisiste, mais de créer un univers avec ses légendes, ses personnages uniques aux caractères et histoires bien différents. Berserk n'est pas qu'un manga, c'est une œuvre fictive aussi profonde que cruelle. D'ailleurs c'est un chef-d'œuvre, je le précise. Inspiré des films d'horreur comme Evil Dead, pour n'en citer qu'un seul, et de science-fiction américaines, Kentaro Sensei nous dévoile les prémices de son monde imaginaire. On retrouve alors Guts, le personnage principal, en missionnaire, avec une femme se transformant en monstre, au KLM, avant qu'il l'achève à l'aide de son Space 12 mécanique, en sortant une punchline « T'es les niqués qui croyaient niquer, motherfucker !» Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Ça commence fort. On fera aussi la rencontre de Puck, un elfe qui servira de mascotte, dont Guts avait sauvé un peu plus tôt. Et ainsi que le quotidien de Guts, forcément, on va le rencontrer. Et je peux te dire, c'est pas de la tarte. La journée, il chasse les monstres appelés les apôtres pour une certaine quête de vengeance, et la nuit tombée se fait continuellement attaquer par des esprits malins, attirés par la marque du guerrier noir. Donc le boug, il dort pas beaucoup quoi. Lui ça se voit, il a une vie de merde lui. Guts ne veut pas de compagnie, et envoie balader l'elfe Puck en lui affirmant qu'il l'écrasera comme un insecte. Et pourtant il se retrouve quelques minutes plus tard. Coïncidence? Je ne crois pas. Il se fait embarquer par un papy religieux accompagné d'une petite fille. Ils sont en calèche avec Puck à l'arrière pour lui éviter la pluie torrentielle. Il s'endort et fit un rêve. Sans défense, acculé par un œil immense, s'engouffre nu dans un couloir de sang infini. Nous ne te laisserons pas t'échapper. Puis, une créature apparaît réveillant Guts, tranchant un incube. Un petit monstre à tentacules qui plante des germes de cauchemar dans le sommeil des hommes pour se nourrir de leur peur. Nu, sans défense et immobile, face à cette créature, était-ce donc ce qui le terrifiait? Sachant que cette créature on l'a déjà vue et on a l'impression qu'elle connaît Guts. Mais pas le temps de répondre à vous, chers auditeurs qui attendent et qui sont en quête de réponse. Une horde de squelettes encercle la calèche, tue la petite fille et donne du fil à retordre à notre putain de guerrier noir. Putain, c'est la merde. Puck crie le nom de Guts, lui avertissant d'une autre menace. Une petite fille qui s'appelle Colette. Elle s'appelle Colette? Putain, j'avais oublié qu'elle avait un prénom celle-là. La petite Colette, assassinée il y a même pas 2 minutes, se fait posséder par les mêmes démons que les squelettes. S'approcha de lui avec en sa main la tête du papy religieux et une lame. Guts est immobile, lui qui pourtant massacre sans broncher, quitte à écraser un elfe inoffensif comme Puck, se laissa poignarder par le démon dans le corps de Colette avant de la trancher en deux. Il continue à faire face au démon tout en vomissant, rajoutant de la difficulté à cette nuit horrible. Le soleil se lève enfin, les démons disparaissent et Puck en larmes alla réconforter le guerrier en lui disant que ce n'était pas de sa faute suite à la mort de ceux qui voulaient juste aider. Guts se mit à rire, lui répondant « Je vais pas me répéter. Un être mourant dans un combat qui n'est pas le sien n'est qu'un rébut. Mieux vaut mourir que de ne pas savoir se battre pour soi. Ces deux-là n'ont pas su se protéger de la calamité que je suis, c'est tout. Si l'on devait faire attention à ne pas écraser les fourmis, plus personne n'oserait se déplacer. » À la suite de ces paroles, les esprits démoniaques oppressa Guts. Tu m'appartiens. Tu nous appartiens. Ton sang, ta chair, tes os, tes oreilles, tes yeux, ton cœur. Je veux ton cœur. Ta colère, ta tristesse, ta douleur. Où que tu ailles, tu nous appartiens. Ta peur, tout nous appartient. Waouh, tu es en train de dire ces paroles et j'ai vraiment l'impression d'avoir affaire à un putain de forceur. Harcèlement. C'est à ce moment-là que Puck comprit son univers. Bon, après ce moment un petit peu badant, même si je vais pas vous le cacher que j'ai bien kiffé avec les effets vocaux et tout, je me suis régalé. Petit saut dans le temps, on va abréger un petit peu pour faire un plus petit résumé, mais surtout mettre en avant les mystères qui seront résolus à l'avenir, mais dans le passé. Mais oui, c'est clair. Guts et Puck, les deux compagnons, arrivent dans une nouvelle cité fortifiée, où, encore une fois, ce sera un apôtre, le chef de cette cité. Guts le ressent directement grâce à sa marque. Il va le narguer en invitant dans un duel, en dessinant sa marque, justement, à l'aide de son sang sur le visage d'une femme fraîchement décapitée. Super, c'est pas la joie. Il tranche chaque ennemi sur son chemin, mais hélas, ils sont beaucoup trop nombreux.
un inconnu lui donna un coup de pouce en camouflant la fuite de nos deux compères. Il fit donc la connaissance de Vargus, leur sauveur, un ancien médecin mutilé et écorché par ce même apôtre. Il lui montre par la suite une chose qui ressemble à un œuf doté d'un visage mal foutu, une béérite. Guts, furax à sa présence, demande des explications. Il y a 7 ans, le comte mit la main dessus et perdit son humanité, en torturant et gobant ses prisonniers, y compris la famille du médecin éborgné. Donc l'apôtre a bouffé sa femme et ses enfants sous ses yeux. Vargus questionna Guts sur l'identité de cette béérite, ce qui lui répond « C'est une clé, la clé du portail entre ce monde et un autre, résidant au-dessus de lui. Cette dimension singulière d'où sont originaires les monstres qui dominent nos ténèbres depuis la nuit des temps. La clé pour invoquer les 5 God Hands. » Et hop, interruption of the discussion. Alerte psychopathe. Regarde maman, un psychopathe. Nos compagnons se firent attaquer par un soldat possédé par le comte. Guts le terrasse et partit avec Puck et l'ancien médecin Vargus. Avant de se séparer de lui, il prend la béérite et Puck, attaché à se mutiler, lui souhaite bonne route. Malheureusement, sur sa route, il va se faire capturer par le comte à nouveau et décapité un peu plus tard sur la place principale sous les yeux de Guts et Puck. Guts fut touché par cette mort, car comme lui, il a été mutilé, un œil et un bras en moins, avec le regard plein de haine dirigé sur ces monstres. Il part en guerre se dirigeant au château du comte démoniaque. Puck se trouve déjà sur place. Après avoir essayé d'empêcher la décapitation du médecin, se fit capturer par le comte et est envoyé dans la chambre de sa fille lui servant de joujou. Et oui, l'apôtre a une fille, car Theresia, la fille du comte, reste enfermée dans sa chambre par ordre du père, sous prétexte de la protéger de cette ville impie. Ville impie, pardon, y a pas de liaison. Ouais. T'es bien renseigné, toi. Elle se confia à Puck, n'ayant eu que peu de conversations normales depuis 7 ans, expliqua ce que son père lui avait raconté. C'était il y a 7 ans, le jour de la disparition de ma mère. J'étais trop petite pour bien me souvenir, mais voici les événements tels que m'ont été rapportés par mon père. À cette époque, un groupe d'hérétiques nourrissait un antagonisme pour mon père dans cette ville. Un jour, ils enlevèrent ma mère et firent chanter mon père, lui demandant d'autoriser la pratique de leur culte dans leur fief. Il était évidemment hors de question d'accéder à leur demande sans ordre direct du roi. Mon père refusa donc. C'est alors qu'ils mirent leurs menaces à exécution. Ma mère fut sacrifiée à leur déité satanique. Pendant ce temps-là, Guts se fait péter la gueule. Puck, libéré par Theresia, fit face au démon qui traite le guerrier blessé d'humain éphémère. Ce que l'elfe lui répondit, c'est pour fuir ta douleur que tu as accepté ce changement, pour te fuir toi-même. C'est pour cela que tu as abandonné l'humanité. N'est-ce pas toi l'humain éphémère? Bam! Punchline, motherfucker! Ça fait beaucoup là, non? L'apôtre, pris de rage, poursuit Puck qui avait récupéré la béélite que Guts avait pris au médecin Vargus. Mais la bataille avait brisé le château, ouvrant les portes de la chambre de Theresia. C'est alors qu'elle vit son père. Terrorisée, elle se cacha et resta figée, paralysée par la vision d'un père transformé en un ignoble monstre. Guts s'en sert de bouclier, le comte immobile se fit exploser puis trancher par notre guerrier fou. S'ensuit une scène de torture pour les restes de l'apôtre sous les yeux de sa fille. Le désespoir prit le comte. Je ne veux pas mourir. Activant la béélite et la clé face aux 5 God Hands, les yeux de Guts sont rivés que sur un seul, Griffiths. Il tenta de l'attaquer mais en vain, une tâche qui semble impossible pour nous, lecteurs. Que prenne le rituel d'avènement du malin. Le comte doit sacrifier un être proche pour accéder à sa requête, et ce sacrifice est évidemment sa fille Theresia. Le God Hands à lunettes raconte comment son père est devenu un apôtre. Un mari fidèle, une femme vertueuse, une véritable image d'Épinal, cette famille. En apparence tout du moins. Un culte païen se répandait à travers le pays à l'époque. Le comte livra campagne contre les hérétiques sur le territoire de son fief. À cette fin, il devait s'absenter fréquemment de son château. Et puis un jour, fatigué d'affronter ces effroyables hérétiques, l'âme en détresse, le comte se rendit précipitamment auprès de sa fille et de sa femme aimante chercher du réconfort. C'est alors qu'il croisa la plus étrange des visions. Une marée de chair se tortillant et gémissant dans une moiteur surnaturelle, dégageant une odeur putride. En son centre se dressait une statue grotesque, déité au visage de bouc. Une femme se frottait à elle, s'accrochant de toutes ses forces à son dieu. Son visage était horriblement déformé par la jouissance. C'était son être le plus cher. Le comte fut pris d'une rage folle.
Quand il reprit ses esprits, plus un corps ne bougeait. Il se tenait au centre d'un charnier et d'un océan de sang. Mais il n'a pas été capable de se séparer de sa moitié. Et lorsqu'il vit son sourire qui transpirait le contentement, cela le plongeait dans les abîmes du désespoir. Il a bien essayé de fuir, tenté même de sauter la vie, mais ce désespoir, il était lui aussi une composante de la causalité. Parce qu'aucun dieu en ce monde n'aurait pu le sauver. Les lamentations de son âme ont ouvert un portail dimensionnel. Nous t'avons donc fait une promesse, celle de te donner une âme surhumaine que la tristesse et le désespoir ne pourraient jamais atteindre, en l'échange d'une phrase. Accepter cette femme en sacrifice, celle que tu aimais plus que tout, que tu haïssais plus que tout, celle sur laquelle tu n'avais pu lever la main. Tu l'as offerte pour abandonner cette âme humaine si éphémère, pour transcender ta nature humaine. C'est ainsi que la mère de Thérésia, la femme du comte, meurt dans la gueule d'une nouvelle apôtre. Néanmoins, il ne peut sacrifier sa fille bien-aimée et finit aspiré par un tourbillon représentant une parcelle de l'enfer, afin de mariner en ses ténèbres jusqu'à la fin des temps. On y retrouve Vargus, le médecin décapité plus tôt, dans cette bouillie de chair qui emporte le comte, puis tente d'happer par la même occasion Guts, mais en vain. Il en faut plus pour ce bougre. Cette dimension diabolique disparaît avec les 5 God Hand, laissant Guts, Puck et Thérésia dans les ruines du château. Reconduisez-moi dans ma chambre, je veux y retourner là-bas. Je ne peux plus, je ne veux pas rester, surtout pas ici, plutôt que d'être ici, plutôt que de subir tout ça. Je préférerais mourir. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. C'est ce que dit Thérésia en sanglots. Guts lui jette un de ses couteaux et répond. Qu'est-ce qui te retient? Meurs donc. Allons, c'est simple, tiens. Tu n'as qu'à t'ouvrir les poignets avec ce truc, et tout sera fini. Fini les ennuis. Une gamine comme toi, elle ira sûrement au paradis, je parie. Ou alors tu préférerais te rendre en enfer, qui sait. Tu pourrais peut-être y retrouver tes parents. C'est ta vie, fais-en ce que tu veux. Elle tenta de se couper les veines, mais le sol se brisa et tomba vers une chute mortelle. Guts la sauva à l'aide de son épée comme prise, et la remonta. Thérésia pleure et lui dit que c'est de sa faute, qu'il peut aller se faire foutre, que c'est un enculé de première. C'est notre projet! Méfiez-vous. Je veux ta mort, je te retrouverai et je te tuerai. Guts part. Puck le rejoint et vit pour la première fois les larmes du guerrier noir. Touché d'une profonde tristesse, n'est-il pas devenu le monstre qu'il chasse, pour qui il éprouve tant de haine? Lorsqu'il était face à Griffiths dans cette dimension, un souvenir lui était revenu, alors qu'il était encore adolescent. Des martyrs pour un dieu assoiffé de sang, quel spectacle! Sur un champ de bataille, la vie d'un soldat ne vaut pas une roupie. La vie de la majorité des humains de ce monde est régie par une minorité de nobles et de bourgeois qui n'en ont que faire. Enfin, même un roi ne mène pas la vie qu'il désire. Tout le monde se laisse porter par le courant. Qu'on appelle cela la fatalité ou quoi que ce soit d'autre, qu'est-ce que ça change? Et tous, nous disparaîtrons un jour, après avoir fini de gaspiller notre vie, sans savoir vraiment qui nous sommes. Certaines personnes naissent en ce monde et le font bouger indépendamment de tout rang ou classe déterminée par les autres. Ce sont des individus dont le rang a été attribué par l'univers lui-même, les possesseurs d'une essence divine. J'ai soif de savoir. Je veux savoir pourquoi je suis en ce monde. Qui suis-je? De quoi suis-je capable? Et quelle tâche m'a été attribuée? C'est étrange. Tu es le premier à qui je parle de tout ça. À cet instant, cet homme m'a paru beau et sublime. Bon, cette partie 2, c'est l'analyse, même s'il va y avoir plus de questionnements que de réelles réponses, etc., etc. On se pose comme question, qu'est-ce que la Béérith? D'où vient-elle? Quelles sont les cicatrices de Guts, mis à part son œil et son bras arraché, échangé par une prothèse métallique avec un putain de bazooka à l'intérieur? Est-ce que c'est en rapport avec Griffiths? Quel est le passé qu'il a avec Griffiths? Pourquoi est-il devenu si cruel, à tel point de dire des cruautés à Thérésia et de le regretter 2 minutes après en pleurant dans son coin? Aussi, il y a la question de qui sont les God Hands. Et je reviens aussi sur un truc qui peut paraître anodin, mais en vrai c'est important. Pourquoi a-t-il hésité à ne pas trancher la petite Colette qui s'était fait posséder avant de se faire planter? Pourquoi finalement? En fait, dans cette partie 2, on va plutôt poser des questions. C'est super génial. Moi en tout cas, la première fois que j'avais lu le livre,
je me demandais, putain de bordel de merde, qu'est-ce qui se passe? En fait, t'as tellement de questionnements qui arrivent qui te donnent envie de savoir la suite. Et bien évidemment, l'âge d'or va proposer beaucoup de réponses, même s'il va toujours y avoir des énigmes et des mystères qui vont se résoudre au fur et à mesure du manga. Bon, et bien maintenant c'est parti pour la troisième partie, où je vais vous dire ce que j'en ai pensé de ces 3 premiers tomes sur Berserk. Bon, ça y est, on est dans la partie 3, et là je vais partir en impro où je vais dire un peu ce que j'ai pensé des 3 premiers tomes sur cet arc de Black Swordsman, le Chevalier Noir. La première fois que je l'ai lu, de base j'avais lu juste le premier chapitre là contre le gros serpent que j'ai vite fait passer, j'ai même pas expliqué parce que ça fait vraiment, tu sais, les premiers chapitres de manga, on montre Guts, il a une grosse épée que personne ne peut manier, il a un bazooka dans son bras et il est badass. On a fait face au monstre et il n'y a pas encore Puck à ce moment là. Et il y a cette marque de sacrifice aussi qui est mise en avant. Du coup, ce que j'en avais pensé, à part ce premier chapitre où j'étais un peu en mode ouais, c'est juste de la dark fantasy, j'ai pas le truc encore qui m'agrippe au torse. Le truc qui me dit, c'est ce manga là mon préféré, bordel de merde. Sachant que de base je suis pas fan de dark fantasy, même univers post-apocalyptique c'est pas trop mon délire. Revelation. Finalement j'ai continué à lire et les passages qui suivent après qui te maintiennent en haleine. Franchement, j'avais attaché à partir du moment où il y avait eu cette histoire avec Vargus, avec le comte, avec la fille, puis après on voit les 5 God Hands, et là t'es en mode wow, questionnement, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de savoir plus. Et c'est justement cette frontière entre le bien et le mal où la ligne est vraiment très fine. Guts pleure à la fin parce qu'il réagit comme un apôtre, comme un monstre, un démon, face à cette gamine du nom de Teresa. Du coup, c'est pour ça qu'il pleure. En même temps, il dit des trucs en fait qui font mal, qui lui rappellent des souvenirs, et en fait, il se met à la place autant de Vargus, autant de Teresa, parce que ça se voit dans son regard qu'il a sûrement fait face déjà à ce genre d'événement, d'où le Griffiths, viens là que je te bute enculé. Et du coup ouais, il y avait ce truc de, au début le comte c'est un monstre, c'est un méchant, ok, point barre. Et finalement tu apprends que c'est encore plus un enfoiré quand tu apprends qu'il a bouffé la femme et les enfants de Vargus sous les yeux de Vargus. Et après quand tu as l'histoire de la fille qui dit que sa mère a été sacrifiée, donc la femme du comte a été sacrifiée, et qu'apparemment à partir de là elle n'a plus été humain. Mais une fois que tu es face aux 5 God Hands et que tu retrouves l'origine véritable de pourquoi il est devenu un apôtre et pourquoi il n'y a plus sa mère, il y a l'infidélité qui lui a fait péter un plomb, ça l'a fait déprimer, il a eu envie de se suicider, et vu qu'il avait la Béélite à ce moment-là, ça lui a permis d'ouvrir cette dimension, la clé pour retrouver les 5 God Hands, pour du coup, il ne voulait pas mourir, donc faire un sacrifice pour ne pas mourir, et du coup il ne peut pas parce qu'il veut pas, sacrifier sa fille qui est tout pour lui, le seul truc qui lui reste, alors que sa femme lui avait fait coup d'infidélité et il lui avait fait du mal. Après je dis pas que ça excuse le fait qu'il ait mangé, donc pas du tout, je vois pas le... Du coup ouais, t'as cette ligne qui est très fine quoi, et c'est pareil, Guts au final c'est le héros principal de l'histoire, mais est-ce que c'est un héros pour autant? Autant il défense des apôtres, mais c'est vraiment que pour son compte quoi. Donc c'est vraiment à partir de là où j'ai vraiment kiffé. Après bien évidemment, la fin du tome 3 que je ferai dans le deuxième review pour commencer l'arc de l'âge d'or, c'est à partir de là où... parce qu'il y a certaines choses que j'ai vécues, que j'ai retrouvées dans ce manga et je n'ai retrouvé nulle part ailleurs. Et en tant que gamin vas-y je raconte ma vie, mais qui a certains problèmes et qui aimerait, pas qui aimerait forcément retrouver, tu sais que genre tout le monde ait les mêmes problèmes, tu vois, c'est pas du tout ça. Mais c'est juste que ouais, c'est comme si tu l'écrivais, c'est comme si en fait il mettait un pansement sur une certaine chose, donc ça fait du bien. Et c'est à partir de là où j'ai commencé vraiment à entrer dedans. Les dessins te foutent une claque, les scénarios te foutent une claque, les paroles, les dialogues, je veux dire, te foutent une claque. Il y a tout un univers, pas seulement dans le trash, dans le gore, parce qu'il y a plein de gens qui vendent ce manga
comme ouais, si t'as que des couilles, il faut le lire, et si t'es une fille, tu te démerdes. Certes, c'est répugnant, certes, t'as des scènes où même moi, je suis pas... De base, je suis quelqu'un d'hypersensible, et après, en grandissant, je suis beaucoup moins devenu. Et moins devenu, je sais pas si ça se dit, je m'en bats les couilles de toute façon. Et face à certaines pages, ben, la première page moi qui m'avait choqué, c'était justement la fidélité de la mère de Theresia, avec les statues marre de chair en train de se gangbanger. Non, partouzer, gangbanger c'est plusieurs mecs sur une nana ou plusieurs nanas sur un mec, je sais pas si ça se fait. Tiens, je vais vérifier ça. Pas du tout. Cette image, t'es en mode waouh, en fait il s'est passé ça. Et c'est là où genre j'ai réalisé que putain, on peut pas. C'est pas prévisible. Il y a des trucs qui sont prévisibles, hein. Mais du coup, c'est pas prévisible par rapport à d'autres mangas en fait. Ok, c'est un seinen, mais tu vois, genre l'attaque des titans, c'est bien écrit, etc. C'est un seinen, mais tu regardes Berserk, c'est un seinen pour enfants en fait, l'attaque des titans quoi. Genre, à part avoir du sang, etc. T'as pas tout ce. Tu l'as un peu, mais pas autant poussé que Berserk, tout ce système psychique où tu comprends la psyché de l'humain, la frontière du bien et du mal, etc. Et là, c'est vraiment bien montré, quoi. Donc voilà, à partir du tome 3, j'ai vraiment kiffé. Et j'espère que vous avez kiffé d'ailleurs cette vidéo en ma compagnie. Et on se retrouve pour la suite des reviews sur Berserk. Sur le deuxième volet, on fera du tome 3 à 5 ou 6, si je dis pas de conneries. Du coup, sur le début de l'âge d'or, on verra l'enfance de Guts. J'ai l'impression d'être journaliste. On fera l'enfance de Guts. J'espère que ça sera un petit salopard, vu le salopard qu'il est aujourd'hui. C'est le drame. À la prochaine équipe. Prenez soin de vous, des bisous et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Si c'est bien, ce qui ne va pas, ça me permet aussi de m'améliorer. Bien évidemment, ce qui n'ira pas, ça sera la qualité du téléphone vocal, ça sature, hein, et la qualité, forcément, c'est pas ouf. Mais en termes de montage, etc., si vous avez des conseils ou quoi à me dire, si c'est juste pour me dire ta vidéo c'est de la merde, ta gueule, ça ne sert à rien. À part à me faire bander. J'adore les insultes. Voilà ce que vous avez pensé en commentaire. Si vous avez liké, bah likez. Et abonnez-vous pour d'autres vidéos qui arriveront sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à aller sur mon Instagram. Et j'ai la flemme de le mettre et tout. Je suis encore amateur dans YouTube, donc j'ai la flemme de mettre les genre Instagram. Hop, le lien d'Instagram. Je sais pas si les liens font ce bruit. Je pense pas. Je vous fais la bise. Prenez soin de vous. Et à la prochaine équipe. Ciao, ciao!